Je vous rappelle l'information principale de cette soirée. Bruno Retailleau qui a été élu président des LR avec 74% des voix, plus de 74% des voix. On va continuer à analyser ces résultats. Je suis maintenant avec Mathieu Hoc du think tank Le Millénaire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire général adjoint de ce think tank. Mathieu, déjà, est-ce que pour vous c'est une surprise ce résultat de ce soir ? Alors, vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, je vous aurais dit non, parce qu'il y avait beaucoup d'indicateurs qui nous permettaient de dire que Bruno Retailleau avait une avance assez large il y a 2 mois, notamment de par le fait que les enquêtes d'intention de vote portées à l'endroit de Bruno Retailleau étaient meilleures que celles de Laurent Wauquiez, et qu'il y avait une dynamique de par sa présence au sein de l'exécutif et de par sa présence en tant que ministre de l'Intérieur. Là, c'est un peu moins le cas, puisque on voit que sur les 2 dernières semaines, notamment de la campagne, Laurent Wauquiez avait rattrapé d'une certaine façon, et j'avais 2 indicateurs qui me permettaient de dire cela. Le premier point, c'était la dynamique d'encartage, donc d'adhésion au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une région qui est dominée par anciennement présidée par Laurent Wauquiez, qui était passé dans le corps électoral des adhérents LR de 8% à 17%, donc ce qui faisait dire qu'il y avait quand même un boost d'adhésion au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le deuxième paramètre, c'était le fait que sur Google Trends, qui est un outil qu'on utilise quand on suit les campagnes électorales, les dernières propositions de Laurent Wauquiez, notamment sur les OQTF et sur le RSA, avaient suscité un intérêt très important. Et quand on comparait par rapport à janvier, Bruno Retailleau était 3 à 4 fois supérieur en termes d'interaction des internautes sur l'algorithme Google, lorsqu'aujourd'hui c'était plutôt Laurent Wauquiez qui était devant. Et donc ces 2 indicateurs-là disaient que Bruno Retailleau était le large favori en janvier dernier, mais il était devenu une sorte de petit favori, et donc 75% du vote des adhérents, c'est un résultat qui est quand même assez surprenant. Assez fort, en tout cas, une élection claire, on va dire, 80% de participants. Déjà, pour parler de ça, les LR qui triplent leur nombre d'adhérents, 80% de participants. On parlait depuis le début, il fallait que ce président soit bien élu, ça a été le cas. La première victoire, elle est pour le parti en réalité, puisque le parti a progressé, comme vous l'avez rappelé, multiplié par 3 le nombre d'adhérents, et surtout, en fait, par rapport aux concurrents, et on aura l'occasion de revenir dessus. Nous, on a publié un rapport qui fait état des chemins que peuvent emprunter les Républicains en vue de la présidentielle 2027. Il y a 2 concurrents pour les Républicains, le Rassemblement national et la majorité présidentielle, notamment Renaissance. Et quand on regarde la dynamique du nombre d'adhérents au sein des Républicains par rapport à ces autres partis-là, on voit que les Républicains est devenu un parti avec autant d'adhérents que le Rassemblement national, ce qui est quand même à souligner, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Et surtout, le parti Les Républicains a 10 fois plus d'adhérents que Renaissance, qui a moins de 10 000 adhérents et qui a élu son président de parti, Gabriel Attal, il y a que quelques mois. Effectivement, et on va se poser la question de la suite, forcément. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a eu un vrai engouement autour de cette élection de présidentielle. Oui, il y a eu un engouement pour, a priori, 2 raisons. La première, c'est que les personnalités et de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau sont des personnalités qui sont quand même reconnues au sein de la famille politique des Républicains. Laurent Wauquiez en tant que candidat naturel de la droite, notamment depuis 2022, puisqu'on se souvient que la dernière présidence de parti, donc le dernier vote, c'était Éric Ciotti, qui l'avait emporté sur la ligne. Laurent Wauquiez sera le candidat naturel de la droite pour 2027. Et puis de l'autre côté, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a fait une percée médiatique et une percée dans les enquêtes d'opinion très significative depuis son entrée place Beauvau, et qui de fait faisait que le duel, l'affiche était assez séduisante pour quelqu'un qui est un adhérent des Républicains, parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose quand même pour vos auditeurs, c'est que une personne qui vote aujourd'hui les Républicains, c'est une personne qui pendant 10 ans n'a ni voté pour Marine Le Pen, ni voté pour la famille politique d'Emmanuel Macron au sens large. Donc c'est quelqu'un qui est resté au bercail, et donc l'attachement au parti est le plus important. Et c'est, je pense, ça le sujet qui est intéressant pour les Républicains, c'est qu'on a retrouvé un parti qui a beaucoup d'adhérents et qui a des adhérents qui ont voté pour élire quelqu'un qui sera probablement le candidat du parti au présidentiel de 2027. Alors, c'est la question qu'on peut se poser maintenant. 2027, alors c'est dans longtemps, c'est encore dans 2 ans. Il y a du monde sur la ligne de départ. Il y a du monde à côté, pas sur la même ligne, mais en tout cas
assez proches, notamment, par exemple, je pense à un Édouard Philippe ou un Gérald Darmanin, qui sont crédités dans les sondages, notamment Édouard Philippe, de plus d'attention de vote que ne l'est un Bruno Retailleau. Et effectivement, il y a plusieurs éléments sur votre question. Le premier point, c'est que si on fait la comparaison, on a fait beaucoup la comparaison entre le duel entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez et le duel entre François Fillon et Jean-François Copé. Il y a une différence qui était majeure entre les deux et c'est pour ça que la campagne n'a pas été aussi acerbe qu'elle ne l'avait pu être en 2013 notamment. C'est que lorsque vous votiez, vous étiez LR, que vous votiez pour François Fillon ou Jean-François Copé, vous votiez quasiment pour le prochain président de la République puisque François Hollande était tombé très très bas dans les sondages, était le président de la Ve République le plus impopulaire. Or là, pour un adhérent LR, vous ne votez pas nécessairement pour le prochain président de la République puisque le match va être disputé face au Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ou face effectivement au bloc central et notamment Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, avec effectivement deux indicateurs qui sont quand même majeurs. Un, effectivement, Édouard Philippe est davantage devant Bruno Retailleau dans les enquêtes, dans toutes les enquêtes d'opinion de vote, que ce soit au premier comme au second tour de la présidentielle de 2027. Et le deuxième indicateur, c'est que Édouard Philippe reste quand même la personnalité préférée des sympathisants les Républicains, donc non pas des adhérents, mais des sympathisants les Républicains, avec 71% d'opinion favorable, ce qui en fait l'homme aujourd'hui de droite au sens large du terme, le plus plébiscité par la famille politique, enfin par les sympathisants des Républicains. Oui, on verra ce que ça donnera, en tout cas, pour la suite. Il y a une question aussi qui va se poser pour Bruno Retailleau, et il y avait il y a cette phrase qui a été dite tout à l'heure par Laurent Wauquiez, qui s'exprimait après sa défaite en disant il faut qu'on soit une famille de radicalité, mais qu'on ne se dilue pas dans le macronisme. On l'a toujours vu un peu comme un tacle à Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, on le rappelle. En fait, la campagne ne s'est pas jouée sur le fond, mais sur la forme. Parce que sur le fond des propositions et du projet politique, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez portent à peu près la même ligne. Et quand vous avez, au niveau d'un parti politique, deux candidats qui portent des lignes qui sont assez proches, à la différence de la présidence de 2022, où on avait Éric Ciotti contre Bruno Retailleau et contre Aurélien Pradié, avec des lignes qui étaient un peu plus disparates, et bien effectivement, vous faites la différence sur la personnalité, l'incarnation ou la stratégie politique. Le score de Laurent Wauquiez et surtout la dynamique de campagne qu'il y a derrière Laurent Wauquiez fera que de fait, les Républicains vont devoir choisir vers une ligne effectivement avec davantage de rupture avec la Macronie, puisque c'est quand même le thème sur lequel Laurent Wauquiez a fait campagne, je pense non pas contre Bruno Retailleau, mais avec l'idée que pour lui, la stratégie politique gagnante pour les Républicains, c'est de se distancier d'une Macronie qui, de fait, est déclinante, notamment d'un point de vue électoral, avec un chiffre assez clair. Aux élections européennes de 2019, la liste de Renew, donc de Emmanuel Macron, avait fait 24%. En 2024, donc il n'y a que quelques mois finalement, quasiment un an, elle avait fait moins de 15%. Et donc l'idée qu'il y ait aujourd'hui un déclin électoral de la Macronie peut effectivement laisser penser que les Républicains pourront se substituer en partie, on va dire, de ce grand bloc de droite et recréer une sorte d'UMP. Effectivement. Alors, un petit tweet que je voulais vous montrer, c'est celui de François Bayrou, d'ailleurs, qui a félicité Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur. Donc, est-ce que Bruno Retailleau, il va rester au sein du gouvernement maintenant ? Est-ce que c'est ça la bonne stratégie à garder ? Puisque c'est quelque chose qui a porté ses fruits, finalement. Alors, effectivement, il y a deux choses qui sont intéressantes. Le premier point, c'est effectivement l'émergence politique et puis ensuite, après, la gouvernance d'un parti. Sur l'émergence politique, indéniablement, le fait d'avoir participé au gouvernement, donc d'avoir pu cranter un certain nombre de thèmes dans l'opinion publique, notamment la question migratoire, mais qu'il crantait déjà lorsqu'il était président du groupe LR au Sénat, mais avec beaucoup moins d'écho médiatique, et le fait de cranter aussi la question du narcotrafic notamment, et puis évidemment l'Algérie, fait que de fait, la caisse de résonance vous place assez haut dans les intentions de vote. Ensuite, le deuxième point, c'est ensuite gouverner un parti et bâtir un projet politique et une stratégie politique. Et là-dessus, nous, on écrit qu'il y a 3 chemins pour les Républicains. Le premier chemin, ça serait de se dire, et c'est en étudiant en fait les décrochages électoraux qu'il y a eu depuis 2017, donc depuis l'élection de la non-élection de François Fillon, on voit que 40% de l'électorat de François Fillon de 2017 a durablement décroché vers la Macronie, tandis que 35% a décroché durablement vers la droite nationale, donc les reconquêtes, et surtout aujourd'hui le Rassemblement national et Jordan Bardella. Le premier chemin, c'est de se dire que les Républicains ne peuvent plus être une famille autonome et seule susceptible de gagner, et donc faire ce que l'on appelait la stratégie Giscard d'Estaing avant 1974,
1974, c'est-à-dire quand lui raccroche les centristes aux gaullistes en disant que les centristes supplanteront les gaullistes, et ça a été le cas en 1974. Donc vous devenez finalement LR devenir un parti supplétif de ce gros socle commun, et donc ça ouvre une opportunité d'alliance avec Édouard Philippe notamment. Le deuxième chemin, c'est la stratégie Sarkozy 2007. Donc là, c'est siphonner l'électorat du Rassemblement national au profit des Républicains. Et le troisième chemin, c'est de faire en fait un parti attrape-tout à équidistance de la Macronie et du Rassemblement national, en essayant d'incarner une offre différente, authentique et surtout indépendante, qui soit, on va dire, capable de concilier les défauts du macronisme sur les questions régaliennes et les défauts du lepénisme sur les questions économiques, et d'essayer d'agréger autour de cette offre politique-là un parti qui puisse être attrape-tout au sens de Frédéric Dabi, c'est-à-dire capable de parler à la fois aux retraités, aux jeunes, aux CSP+, mais également aux classes populaires et intermédiaires du Rassemblement national. Ce sont un peu les trois chemins qu'on esquisse pour les Républicains. Et toute la question pour ce troisième chemin, c'est est-ce qu'il existe finalement assez d'espace politique pour ce troisième chemin ? Eh bien, je pense que le pari que formulent et Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez est le même, c'est-à-dire l'idée de se dire que à partir du moment où vous avez les Républicains qui n'auraient pas pu tomber plus bas que lors des législatives de 2024, en récoltant quand même entre 8 et 10% des votes aux législatives 2024, alors qu'il y avait la scission sur l'une des droites avec Éric Ciotti, vous avez un parti qui aujourd'hui pèse dans les enquêtes d'opinion à peu près 10%. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bruno Retailleau, plus ou moins 2 ou 3%, Bruno Retailleau est à 12-13, Laurent Wauquiez est à 7-8 par exemple. Et donc à partir de 10%, pourquoi ce chiffre-là est intéressant ? Il y a au moins, je dirais, deux exemples qui permettent de le dire. C'est que d'une part, vous prenez Valérie Pécresse en 2022. Lorsque Valérie Pécresse est désignée candidate des Républicains, elle passe tout de suite dans les intentions de vote de 5-6% à 10-12-13%. Et c'est cette base de départ, socle de départ-là, qui a lui permis, au début de la campagne, de progresser durablement et d'atteindre, même parfois, elle a été testée dans des seconds tours, et même on se souvient de deux sondages qui la plaçaient devant Emmanuel Macron dans un second tour. Donc ça montre quand même qu'à partir de 10%, vous pouvez créer une dynamique électorale qui vous portait autour de 20, et donc de pouvoir aller au second tour. Le deuxième exemple, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, en faisant 14% aux élections européennes, a redonné des couleurs à un parti socialiste qui était complètement arrimé à la NUPES à l'époque, et donc avec un accord électoral qui était très défavorable au Parti socialiste. Et les 14% de Raphaël Glucksmann ont permis au Parti socialiste de renégocier avec le reste de la gauche pour augmenter le poids politique du PS dans l'alliance de gauche. Donc on voit bien que ce socle quand même de 10% peut créer un espace électoral pour les Républicains qui nous fait dire, en tout cas nous dans notre rapport, que les Républicains ne sont pas morts aujourd'hui avec cette présidence des Républicains. Alors qu'est-ce qu'on attend maintenant ? En fait, il faut attendre au moins un an pour voir où en sont les intentions de vote. Par exemple, si on voit un Édouard Philippe qui continue de caracoler largement en tête et un Bruno Retailleau qui ne décolle pas des 10-8%, par exemple, on va devoir se poser la question finalement de cette alliance. Effectivement, alors la question de l'alliance se posera dans deux temps. Je dirais qu'il y a un premier temps, c'est les municipales. Et on sait que les partis, que ce soit le parti d'Édouard Philippe d'Horizon, mais également les Républicains, donc maintenant du nouveau président Bruno Retailleau, vont préparer les municipales. Quelle est la ligne stratégique au niveau national sur les municipales ? Est-ce que c'est celle préconisée et celle qui est en train d'être faite dans les Yvelines notamment, avec Othman Nasrou qui est le directeur de campagne de Bruno Retailleau, c'est-à-dire un accord dès le premier tour avec les forces du bloc central, donc Horizon, Modem, Renaissance et l'UDI ? Est-ce que c'est cela que les Républicains veulent, ou est-ce que c'est plutôt une ligne d'indépendance au municipal avec des candidats LR partout pour pouvoir porter la voix d'un parti et donc de créer une sorte de dynamique et de capitaliser ensuite sur des conquêtes électorales, comme ça a été le cas à la dernière circonscription les législatives partielles de Boulogne-Billancourt notamment, de capitaliser sur des succès LR et non pas socle commun pour pouvoir créer une dynamique. Donc il y a un premier temps sur les municipales, et puis après il y a effectivement le temps de la présidentielle avec la question comment vous désignez un candidat aujourd'hui entre Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Gabriel Attal ou autres personnalités. Est-ce que vous faites une grande primaire ouverte ? A priori, les partis n'en veulent pas. Et ou est-ce que vous utilisez les sondages qui paraissent l'indicateur de référence ? Mais la question des sondages, c'est toujours la même chose, c'est quand est-ce que vous arrêtez le décompte ? Est-ce que vous l'arrêtez en janvier 27 ? Est-ce que vous l'arrêtez en septembre 26 ? C'est là la question qui va se poser aujourd'hui pour les nouveaux chefs de parti, pour Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Oui, parce que sur la ligne de départ,
départ, on a Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et Édouard Philippe. On peut s'attendre à un deuxième tour où il n'y a aucun des trois, surtout. Exactement, parce que la vraie problématique du bloc central aujourd'hui, c'est qu'en partant divisé, si vous avez une gauche unie ou à minima mélenchonisée d'une certaine façon qui fait plus de 20% et un Jordan Bardella qui ne recule pas dans les intentions de vote notamment et qui fait également 20%, effectivement, il y a un espace qui est assez tenu pour le bloc central. Mais cette élection 2027, elle va être très intéressante à jouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la première élection depuis 2017 qui risque de se jouer sans Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter pour un troisième mandat, mais également sans Marine Le Pen, de par le fait de l'exécution provisoire aujourd'hui de sa peine d'inéligibilité. Et pour l'instant, on attend évidemment le résultat en appel, mais si l'appel confirme aujourd'hui la décision en première instance, Marine Le Pen ne sera pas candidate. Et donc, la ligne de départ sera complètement différente de 2017 et de 2022. Et ensuite se posera la question du coup du vote utile vers un parti, soit les Républicains, soit vers un candidat dont vous avez cité Édouard Philippe, Gérald Darmanin, voire même Jordan Bardella. Alors une petite question aussi sur le perdant du jour, on en a parlé rapidement, mais Laurent Wauquiez, sa place future dans le parti, et aussi finalement pour revenir, il y a un an, on le disait, c'était la personne finalement qui était la plus... c'était le grand favori finalement, il y a un an. Est-ce qu'il a raté son tour ? Alors, en politique, on n'est évidemment jamais mort, on ne peut pas dire cela. Je pense que pour comprendre Laurent Wauquiez, il faut se remettre dans le paradigme dans lequel il était en 2022. En 2022, Laurent Wauquiez était désigné comme le candidat naturel de la droite et il a subi, on peut dire d'une certaine façon, 2 trahisons. La première, c'est celle d'Éric Ciotti, qui a fait le choix au législatif 2024 de faire l'union des droites sans en informer le reste des cadres des Républicains et donc de faire l'aventure avec Marine Le Pen et de fait d'arrimer, comme le PS a arrimé à la France insoumise, d'arrimer les Républicains, ce que lui voulait faire avec le Rassemblement national. Et puis la deuxième trahison, entre guillemets, en tout cas du point de vue de Laurent Wauquiez, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y avait un accord aujourd'hui entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur pour porter la voix de la droite et faire exister la droite dans l'arène médiatique et dans l'arène du débat public, et Laurent Wauquiez pour refondre idéologiquement le travail donc le corpus idéologique du parti, les Républicains, en tant que chef de parti. La question qui va donc se poser, c'est aujourd'hui quel rôle pour Laurent Wauquiez ? Est-ce que c'est d'accompagner ce projet de refonte idéologique du parti autour de ces thèmes, et des thèmes qu'il a quand même justement à imposer dans le débat public, la question des OQTF, la question de la revalorisation du travail, la question de lutter contre les dérives de l'assistanat, etc., etc. Est-ce que c'est donc cela vers ce à quoi va tendre Laurent Wauquiez, c'est-à-dire aider à la refondation idéologique du parti, ou est-ce que ça va être de se remettre un peu plus en retrait et donc de jouer le coup d'après d'une certaine façon ? Effectivement, je voulais vous faire réagir à ce sondage que nous avons sur notre site du Figaro. Êtes-vous satisfait de l'élection de Bruno Retailleau à la présidence des LR ? Et 90%, un peu moins de 90% des internautes répondent oui à cette question. Là aussi, c'est encore plus un plébiscite, on peut le dire. Ce que l'on voit, c'est que plus on élargit l'assiette électorale aujourd'hui entre adhérents LR, sympathisants les Républicains, sympathisants de droite, français d'un point de vue global, plus effectivement l'écart se creusait entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau au profit de ce dernier, notamment de par la légitimité de position qu'il a en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que personne qui crante des sujets dans l'opinion publique. Donc effectivement, le sondage de vos lecteurs et vos auditeurs me paraît assez normal d'une certaine façon. Le score est assez haut, mais me paraît assez normal compte tenu de ce paramètre. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas Mathieu, d'avoir été avec nous. Je vous remercie, Vincent. Aujourd'hui, merci à vous les internautes d'avoir été très nombreux à nous suivre, à suivre cette soirée électorale. Je vais vous remettre tout de même avant notre site internet. Bien sûr, vous pouvez continuer de suivre en temps réel tout ce qui se passe sur le site du Figaro avec cette victoire donc de Bruno Retailleau avec plus de 74% des voix, un récit, l'homme de vos nouveaux espoirs de la droite, signé Claire Conroy qui était sur le plateau il y a maintenant un peu moins d'1 heure, et vous pouvez bien évidemment suivre ce que va dire Bruno Retailleau d'ici quelques instants. Ce sera sur TF1, mais ensuite ce sera sur le site du Figaro, et je vous souhaite une très bonne soirée sur notre site.